Attention, cet épisode contient des divulgateurs ou spoiler alert de la mini-série Senna sur Netflix. Ayrton! 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 Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, nous allons revenir... En fait, je serai seul et je vais faire la critique de la mini-série Netflix intitulée Senna qui est sortie le 29 novembre dernier. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti et je dois tout de suite vous aviser, il y a des divulgateurs ou spoiler alert. Si jamais vous n'avez pas encore regardé les 6 épisodes, prière de ne pas écouter l'épisode tout de suite. Regardez les 6 et ensuite venir écouter cet épisode. Comme ça, si jamais vous avez des points que vous avez trouvés intéressants ou non, et que vous voulez comparer avec les miens, ben ça va me faire plaisir qu'on en discute. Alors, c'est parti. Alors, Senna, tout simplement intitulé, revient en fait sur la vie d'Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1. Comme j'ai dit, disponible depuis le 29 novembre dernier, 2024. Si jamais vous regardez l'épisode en 2025, c'est pas grave. C'est 6 épisodes d'environ 1 heure, mais je vous dirais c'est entre 45-50 minutes si on enlève le générique de fin à chaque épisode qui dure environ 10 minutes parce qu'il y a eu beaucoup de travail. C'est aussi le premier biopic, donc drame sportif sur la vie du Brésilien parce qu'il y a eu en 2010 un documentaire réalisé par Asif Kapadia qui est devenu un documentaire à succès qui a été acclamé au BAFTAs, qui est l'équivalent, je pense, c'est l'équivalent des... Non, j'allais dire des... Je vais dire l'équivalent des prix Gémeaux, bien des prix du Cinéma Québec, de Cinéma Québec, pardon. Donc, j'allais trouver l'équivalent américain, j'ai eu un blanc de mémoire, donc je vais me référer à ce qu'on a au Québec. Donc, ça a été réalisé par Vicente Amorim avec Gabriel León qui campe le rôle d'Ayrton Senna. Et ce n'est pas la première fois, en fait, que León incarne un pilote de course automobile et dans un film de course automobile, puisque il incarnait Alfonso de Portago dans le film Ferrari, que j'ai trouvé très moyen. Alors... comparé à Senna, je pense que vraiment, je le dis tout de suite, je préfère Senna à Ferrari et de loin. Parce que j'ai trouvé Ferrari assez insipide. Bref. Donc, je vais vous donner tout de suite un résumé global de cette série. Donc, c'est vraiment la vie d'Ayrton Senna. Et le premier épisode débute par... Évidemment, la malheureuse et tragique date du 1er mai 94, sauf qu'on n'est pas à Imola, mais bien à São Paulo. Et on nous montre les images de l'accident d'Imola à travers une télévision. Et l'accident tragique, fatal, est zoomé. Tout de suite après, on a un flashback rapide sur la veille où on voit Senna sur la piste d'Imola en train de marcher et d'inspecter la piste. Et tout de suite après, on a un flashback dans la jeunesse de Becco, qui est le surnom donné à Ayrton par ses proches. Donc la famille, les amis, les proches, copains, copines, je veux dire. Et ensuite, on entre dans l'intimité de Senna à l'extérieur. Donc, on voit ses copines,
ses amis proches. Et on le voit aussi autant en piste qu'à l'extérieur. On suit évidemment son parcours automobile, du karting à la Formule 1 et à sa mort, à travers de vraies images et des reconstitutions 3D ou CGI tournées dans les voitures en action. On nous fait aussi découvrir les nombreux personnages impliqués de près et de loin dans la vie d'Ayrton, que ce soit des amis, la famille évidemment, ses copines, ses rivaux, coéquipiers, directeurs d'équipe, journalistes, etc. Et comme dans tout bon biopic, on nous montre aussi des moments de vulnérabilité et les questionnements aussi sur son tempérament latin. Par exemple, toujours dans le premier épisode, on nous montre une dispute avec son coéquipier en Formule Ford britannique, Enrique Kike Mancia. Et c'est une vraie histoire. Senna a bel et bien s'est disputé avec Mancia. Et d'ailleurs, il y a un bel article de The Race sur justement le parcours de Mancia qui est, ma foi, assez intéressant. Je mettrai le lien sur la page de l'épisode, que ce soit sur Spotify, Apple ou peu importe où vous écoutez l'épisode, je vais mettre le lien de l'article en question où il parle justement, Mancia parle justement de ce qui s'est passé avec Senna et c'est un fait vécu. Donc, on passe... donc, ce premier épisode, c'est vraiment nous introduire à Senna vraiment dans l'univers karting, Formule Ford. Ensuite, le deuxième épisode, c'est Formule 3 et le passage vers la Formule 1. Et tout le reste, c'est en fait les succès de Senna, ses titres, Alain Prost et 94 malheureusement. Alors, je vais commencer tout de suite avec les aspects positifs parce que j'en ai quand même pris note. Il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé intéressants. Le premier étant l'acteur principal, Gabriel Leone ou Leone. Je m'excuse de la prononciation parce que l'acteur campe vraiment bien le rôle du triple champion du monde. On voit aussi la ressemblance physique et psychologique, surtout au niveau des cheveux. Donc, vraiment, côté maquillage, costume, ça a été très bien fait. Et Léon fait un excellent travail aussi pour vraiment reproduire tout l'aspect psychologique de Senna. Et j'ai vraiment trouvé... Parce qu'on joue surtout sur le fait que, bon, Senna, c'est quelqu'un qui voulait courir, qui voulait pas jouer à la politique et tout ça. Donc, vraiment, Léonard a fait un très bon travail là-dessus. C'est comme si je regardais vraiment le vrai Senna à travers une fiction, en fait. Donc ça a vraiment été... Bon, j'ai réussi à me conforter avec le personnage. Et surtout, son jeu d'acteur a sauvé l'aspect du développement des personnages. Et je reviendrai là-dessus, d'ailleurs, un peu plus tard. Autre truc que j'ai trouvé vraiment bon, c'est le mélange d'images, d'archives des courses et les prises de vue faites par ordinateur en CGI et en 3D, c'est très bien réussi. Et c'est plus visible, surtout quand on est dans l'aspect Formule 1, parce qu'on joue avec le mélange des vraies courses, avec les courses capitales dans la carrière de Senna, et on joue aussi avec l'aspect CGI, donc on reproduit les coups de volant, les accidents de manière juste, bien détaillée. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est la reconstitution des voitures du Brésilien et de ses rivaux. La reconstitution, elle est nette,
parfaite. Et je vais mettre aussi un lien YouTube parce que il y a une vidéo que Netflix a sortie pour expliquer comment la reconstitution, pardon, des voitures ont été faites avec précision. Je pense que c'est une famille argentine qui est spécialisée dans la récréation de ces bolides qui a fait le travail et c'est excellent de A à Z. Du kart de Senna au Formule 1 qu'il a conduite ainsi que celle de ses rivales à la perfection. Et je trouve que ça nous permet d'éviter tout dérapage, désolé pour le jeu de mots, entre la réalité et l'aspect fictif dans les courses. Donc, au moins, et comme j'ai dit, tout ce qu'on voit dans la reconstitution des courses, c'est parfait. On ne joue pas avec la réalité. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé. Entre autres, par exemple, le Grand Prix du Brésil 91, c'est fait à la juste manière. La conduite, le problème de boîte de vitesse, la fin où il est carrément exténué, il a mal. Tout ça s'est reproduit avec brio, donc chapeau là-dessus. C'est très bien fait. Puis aussi, il y a eu la reconstitution de certaines parties de certains circuits parce que évidemment on peut pas tourner à Monaco, donc ils ont fait la reconstitution de certains endroits, Imola, et ils ont utilisé aussi la CGI pour d'autres circuits qui ont vraiment été des moments capitaux, entre autres Suzuka, par exemple. Et aussi, parlant des images d'archives, je pense que là où ça frappe le plus, c'est à la fin. Après qu'on voit la mort de Senna passer, on utilise par exemple les mots de Murray Walker, des images de la BBC avec le vrai, parce qu'il y a un acteur qui joue le rôle de Murray Walker avec James Hunt surtout. Donc, je trouve là-dessus l'usage des images d'archives après à la fin de la série, c'est très bien fait. On a aussi un message de Senna en portugais avec des vidéos et surtout, et ce que ça va faire le saut sur mon prochain point, une vidéo compilation avec la chanson Simply the Best de Tina Turner. Et c'est là où je veux en venir. L'autre point que j'ai vraiment adoré, c'est la trame sonore dans les épisodes. Parce que la première chanson qu'on entend, c'est Black Betty. Très populaire. Et ça a vraiment ajouté à l'ambiance on est dans la course, on est donc un bon gros rock. Puis je pense qu'il y a même Hocus Pocus qui joue et ça c'est aussi un de mes moments préférés. Je me souviens plus si c'est dans le premier épisode aussi avec la bataille entre Senna et Mansilla. Mais l'usage de trame sonore, elle est très très bonne. On a aussi du Dépêche Mode. Et aussi, sans oublier les musiques brésiliennes. Mais celui qu'il ne fallait certainement pas oublier de mettre, c'est la chanson Tema da Victoria qui est jouée par, je pense que c'était Globo, le diffuseur brésilien pour la Formule 1, à chaque victoire de Senna. C'était Ayrton Senna do Brasil! Puis t'avais la chance. Puis t'avais Tema da Victoria qui jouait tout de suite après. Alors, ça aussi, je suis content que ça a été inclus et puis c'était nécessaire aussi. Donc, là-dessus, la trame sonore, elle était excellente, elle était bien choisie. Et j'ai été aussi surpris d'entendre le personnage de Senna chanter du Tears for Fears à Tokyo avec les représentants d'Honda. J'y reviendrai après.
Mais c'était vraiment la trame sonore, les musiques étaient bien choisies. Bon, c'est sûr, c'est personnel parce que j'aime ces chansons, surtout Hocus Pocus. Mais c'est non vraiment un chapeau là-dessus. Autre point, peut-être que ça va paraître minime, mais pour moi, qui a une importance importante, c'est l'identification des personnages. Et je trouve que c'est une belle attention parce que, évidemment, dans une biopic où on reproduit en fait la vie de personnages célèbres, parfois, ça peut arriver qu'on se fasse mettre des personnages et on les introduit à la parole par les noms. Mais le fait que dans la série, on nous dise, bon, regardez, on nous met un bandeau où c'est écrit, par exemple, Niki Lauda ou Chico Serra ou, euh, ou bien même Vivian Senna. Tous les personnages qui ont une importance, ils sont identifiés. Et ça, je trouve que c'est une belle manière de présenter les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, au moins. euh, Ça nous permet de vraiment mettre des visages sur les personnages pour se dire, ah bon, ok, au lieu d'attendre 10 minutes ou bien même 2 minutes avant le générique pour dire, ah ben c'est qui jouait qui en fait. Ah, ok, c'était Walt Fuhrman Senior qui était là. Ou bien c'était Suha ou bien même les parents d'Ayrton qui étaient là. Donc, ça, au moins, le fait qu'on nous montre le nom des personnages, c'est excellent. Comme ça nous permet de placer les personnages dans l'histoire. Donc, vraiment, chapeau là-dessus. Et je dois dire que, parlant de personnages, la ressemblance entre l'actrice qui joue Soura et la vraie, elle est frappante. Vraiment frappante. Euh, Wow, je suis renversé. C'est comme si c'était la vraie au moment où Senna se retrouve dans l'émission d'enfance dans laquelle elle anime, qui est là, et on est genre, quoi, en 80, fin 88, donc c'est vraiment, c'est vraiment nice. Euh, Mon épisode préféré, c'est le cinquième, qui s'intitule Le Héros, parce qu'on met beaucoup plus en évidence l'aspect d'idole que Senna représente. Et surtout la recréation, comme j'ai dit, la recréation de sa première victoire au Grand Prix du Brésil en 91. Je parle bien de sa première victoire quand il a remporté le Grand Prix du Brésil pour la première fois pour éviter toute confusion, en dépit de problèmes de boîte de vitesse. C'est excellent. Et vraiment, j'ai senti une émotion, malgré le fait que j'ai regardé la série dans un café à côté d'eau-parleur. Donc, je pouvais avoir du Ariane Moffat de mon côté droit et j'entendais les vombrissements de moteur et Senna parler de l'autre. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré ce moment-là et vraiment, c'est vraiment la plus belle reconstitution qui a été faite de tous, de toutes. Et même, je dirais, celle de Monaco 84 aussi, elle était bien, mais chapeau à 91, parce qu'il y avait aussi tout l'aspect de... Senna n'avait jamais... Il avait déjà 2 titres, mais il n'avait jamais remporté le Grand Prix du Brésil. Alors, le fait que ce soit placé de même, c'est vraiment venu me chercher. Puis je pense que c'est vraiment le plus beau moment personnellement de toute la série. Mon deuxième épisode préféré, c'est le dernier, le sixième, Le Temps. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait de ne pas montrer l'accident à Imola dans son ensemble. Donc, sans le zoom, et surtout de ne pas allonger la scène des traitements de soins qui ont été prodigués en vain aux Brésiliens. C'est bien correct.
je trouve qu'on a fait... certes, ça a été rapide, mais je pense que en faisant ça, on a plutôt concentré l'aspect, les funérailles, l'apport que Senna a amené au pays, au Brésil, et aussi son aspect d'être pilote de course, les ambitions, les rêves qu'il avait, qui ont été évoqués aussi dans le premier épisode avec, entre autres, son père. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Un point que j'ai aussi et que je voulais qu'on aborde, c'est le Grand Prix de Saint-Marin 89 qui a été mentionné dans l'épisode 4 parce que c'est là où on voit vraiment le début de tension entre Alain Prost et Ayrton Senna. Je vous mets dans le contexte. Avant ce Grand Prix, Prost était frustré de l'absence de Senna lors d'essais privés à Silverstone qui avait eu lieu entre le Grand Prix du Brésil et celui de Saint-Marin. Donc, Prost était assez énervé, non seulement contre Senna, mais tu avais aussi des débuts de tension avec McLaren et qui se sont effrités jusqu'à ce qu'il quitte pour aller chez Ferrari en 90. Alors, dans ce contexte, à la demande de Senna, il y a eu un accord de gentleman, donc un pacte, donc, et qui était en fait que celui qui partait en tête ne sera pas attaqué par son coéquipier avant le premier freinage du circuit, donc qui était Tosa, parce que Tamburello et Villeneuve, c'était des virages à haute vitesse. Donc, le premier point de freinage, c'était l'épingle de Tosa. Par contre, il y a eu le violent accident de Gerhard Berger à Tamburello, assez effrayant, et la course avait été arrêtée au 3e tour. Et c'était dans le temps où on cumule, où c'était genre les courses agrégées ou les accumulations des temps, en fait. Donc, il y avait un deuxième départ. Et Senna avait passé Prost à Tosa, ce qui a brisé ce pacte de non-agression entre les deux. Et ça a été le début des tensions. Et dans l'épisode, justement, c'est pas effleuré, c'est juste bien résumé. On n'essaie pas trop étaler. C'est bien fait. Et c'est ce qui a accumulé jusqu'à Japon 89, qui est expliqué et qui est aussi bien fait dans son ensemble. C'est ce qui complète l'aspect positif. Maintenant, je vais passer aux aspects négatifs. Je parlais des personnages en aspect positif, surtout pour parler du jeu d'acteur de Gabriel Leone en tant qu'Ayrton Senna. Par contre, je dois dire, ce sont les personnages autour de Senna, soit des semi-principaux ou secondaires, qui sont très peu développés, je trouve. Parce que je sais il y a tellement de personnages dans cette série on en a introduit. Il y en a qui sont là de passage. Je pense entre autres à Nelson Piquet, et d'autres. Mais j'ai souvent l'impression qu'ils ne grandissent pas tant dans la série. Ce sont comme des joueurs des joueurs de soutien, en fait. Des joueurs de 3e trio ou de 2e trio chez un Canadien de Montréal, toujours en difficulté. Donc, pour moi, c'est comme si on grandit avec Senna, mais on grandit pas avec les autres personnages. Et justement, un point qui m'a vraiment dérangé, Alain Prost. Man! Encore une fois, Prost est perçu comme le méchant dans la rivalité. Et ça a été aussi un des aspects que j'ai vraiment pas aimé quand j'ai regardé le documentaire Senna en 2010-2011. Senna, et c'est comme si on mettait Senna c'est le bon et Prost le méchant. Alors que, soyons honnêtes, Senna n'était pas non plus un enfant de cœur avec Prost. Oui, et surtout aussi, en 88, des phrases du genre Ah,
Si t'arrives pas à gagner au Japon, ben en Australie, ben c'est ma piste à Adélaïde. Puis honnêtement, c'est comme si on dépeignait Prost comme étant genre le grand vilain qui est déjà interprété par Jean-Marie Balestre dans la série. Mais encore une fois, autant dans le documentaire que dans la biopic, Prost est le méchant, puis ça me dérange parce que c'était pas le cas, honnêtement. Et ça me donne aussi le goût de voir une biopic sur le français et qu'on inverse le rôle juste pour un retour de la balance. Un autre point qui m'a plutôt dérangé, puis ça, c'est probablement celui qui m'a trotté le plus dans la tête depuis que j'ai regardé l'épisode les épisodes d'une traite lundi. C'est le personnage de Laura Harrison qui est campé par Kaya Scodelario que j'ai découvert grâce à Skins il y a plusieurs années. Et ce n'est rien contre elle parce elle fait un bon travail là-dessus. Mais moi, j'ai pas compris l'apport qu'elle a dans la série. C'est en regardant, en préparant évidemment l'épisode, en regardant d'autres critiques, j'ai voulu aller comprendre pourquoi elle était là. Et d'ailleurs, avant que je continue mon point, c'est le seul personnage fictif d'importance dans la série. C'est elle qui revient le plus souvent dans les épisodes. Dans les 6 épisodes, elle est tout le temps là. Mais j'ai vraiment eu du mal à m'attacher au personnage de Laura Harrison qui parle les deux langues parce que je pense qu'elle a des origines britanniques. Sa mère elle s'est mariée avec un Britannique. Sa mère est brésilienne, donc elle parle portugais et anglais, donc elle est capable de communiquer avec Ayrton en portugais et avec le reste en anglais. Donc, ça, et de ce que j'ai lu dans certaines autres critiques, c'est qu'on dit qu'elle est supposée représenter la version miroir de Senna. Parce que, bon, comme Ayrton, elle est brésilienne, elle a des origines brésiliennes, donc elle parle portugais, mais aussi parce que les deux présentent des vulnérabilités. Ils ont une éthique de travail stricte. Euh, mais tout ça, tout ce qu'on voit du personnage de Laura Harrison, on le voit aussi à travers Senna. Donc c'est ça, c'est la lecture qui a été faite et que j'ai eu du mal à comprendre. Évidemment, il y a l'aspect de la garde de sa fille aussi. Elle a un attachement aussi envers Senna en tant que personne, mais en tant que journaliste, elle fait son travail. Mais ce que j'ai surtout vu, en fait, en Laura Harrison, c'est un personnage omniscient. Vraiment une personne qui est présente partout et c'est comme si l'histoire de Senna, on la racontait d'abord de l'aspect du Brésilien, mais aussi de son aspect à elle. D'où l'effet miroir. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Et si Senna était un roman biopic, un peu dans la même manière que ça a été fait, je pense qu'elle serait la narratrice principale. Elle serait la narratrice de ce roman porté sur Senna. J'ai plus l'impression à ça. Et la comparaison aussi que je me suis amusé à faire, puis corrigez-moi si je me trompe, elle me fait penser un peu à Linda Hébert dans Lancer compte, pour ceux et celles qui l'ont vu. J'ai plus l'impression de voir... C'est comme si, justement, Linda Hébert était une journaliste omnisciente et une version miroir, disons, de Pierre Lambert dans Lancer compte. C'est comme ça que moi, je l'ai vu, mais corrigez-moi si je me trompe, si ma lecture était... Si la lecture que j'ai
du personnage de Laura Harrison est la bonne, mais honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à elle. J'ai souvent questionné son apport. Et pas parce que... Et je comprends, c'est un aspect, c'est un biopic, il va y avoir des aspects fictifs. Donc, je comprends ça, mais c'est juste, personnellement, j'ai du mal à m'attacher au fait qu'elle soit tout le temps présente. Essayer de voir un peu qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal à trouver un apport concluant au personnage de Laura Harrison. Et encore une fois, Kaya Scodelario fait un bon travail pour camper le personnage. Et même tous les acteurs qui sont là ont très bien fait. C'est juste le développement des... j'ai vraiment eu l'impression que... Ouais, c'était plutôt... le développement des personnages était vraiment un problème, outre celui de Senna. Et parlant de Senna, justement, et du personnage, je pense qu'il y a eu plusieurs aspects de son personnage qui ont été skippés, qui ont été sautés, pardon, devrais-je dire. Par exemple, il y a très peu d'allusions à Dieu, quand on sait que le vrai Ayrton croyait beaucoup en Dieu. Je sais que, je pense après, je crois après Japon 90, quand Senna accroche Prost, il dit, ben, il se croit invincible parce qu'il croit en Dieu. Euh, il y a, je pense, deux ou trois autres allusions religieuses à Dieu, mais quand on sait que Ayrton est quelqu'un qui croyait en Dieu, je pense que ça n'a pas été beaucoup évoqué. Euh, Même ces techniques d'étude de la piste, on les a beaucoup vues dans le premier épisode, et dans les autres aussi, on a pu apercevoir ben en fait, un Senna qui travaillait sur la voiture, qui était intelligent, mais ensuite, ça s'est, au fur et à mesure, ça s'est estompé. Pour quelle raison, je ne sais pas trop, mais je trouve que cet aspect a été évoqué dans les premiers épisodes, mais ensuite, je pense, parti aux oubliettes. Et aussi, on évoque, on a aussi évoqué la pauvreté au Brésil, mais très peu, ça a été effleuré. Parce que, bon, on voit Ayrton qui a grandi dans un milieu aisé, avec un père qui travaillait dans une industrie automobile. Et d'ailleurs, le père voulait que Ayrton lâche la course automobile après être parti en Angleterre et revenir un an après pour s'occuper de la compagnie, travailler dans la compagnie. Mais quand il accroît sa popularité, on parle très peu de la pauvreté. Quand on sait que Ayrton, et surtout à certains moments de l'épisode, des épisodes, il parle du fait que c'est une victoire pour le Brésil. Et je pense que c'est quelque chose qui est plutôt évoqué dans le héros. Euh, pour dire que c'est aussi toujours en regardant dans d'autres critiques, j'en avais trouvé une très intéressante dans Collider qui parle plutôt de l'aspect sociopolitique parce que je pense dans un épisode ou deux, on parle justement de Lula. Et parce que en même temps, on est dans une... Parce que au moment où Senna commençait à croître sa popularité, le Brésil était dans une période
de dictature militaire qui s'est terminée en 1985. Donc, il y a eu tout cet aspect de pauvreté dans plusieurs parties du pays. Et ils avaient, et je cite d'ailleurs toujours Collider, le Brésil avait besoin d'une figure pour représenter le pays, et Ayrton Senna était celui qui l'a été, parce que au moins ils avaient quelque chose en commun. Je viens du même pays qu'Ayrton. Mais tout ça, c'est très, très, très peu effleuré. Et aussi, le fait qu'ils disent, dans une conversation avec Alain Post dans le 6e épisode, le fait qu'il parle de la fondation qu'il décide de fonder avec sa sœur Viviane, qui encore aujourd'hui s'occupe justement de la fondation. Mais tout ça, c'est très, 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 c'est effleuré comme ça se peut pas. Et je pense que ça aussi, surtout dans Héros, oui, je pense qu'il va avoir un Marcelo Silva, qui est lui aussi un personnage fictif, mais de soutien. Et je pense aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir un peu plus dans cet épisode, personnellement, pour montrer un peu l'aspect humaniste de Senna, qui voulait qui voulait voir un meilleur Brésil, en fait. Et malgré le fait qu'ils viennent d'un milieu aisé. Et bon, je comprends l'aspect, on veut garder ça sur le sport et tout ça, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui aurait été un peu plus... On aurait besoin que ce soit un peu plus exploité. Finalement, le dernier point que je voulais évoquer, c'est le temps. Le temps. Plus... Parce que j'ai trouvé ça un peu trop... pas saccadé, mais j'ai trouvé ça un peu trop vite. Dans le sens où, bon, par exemple, dans le premier épisode, on commence avec Imola 94, fine. Ensuite, on retourne un an. En fait, un jour plus tôt, donc on retourne la veille. On passe quoi? 30 secondes, 60 secondes à peu près. Puis on est genre, OK. Puis là, on passe tout de suite à la jeunesse de Senna avec son père qui lui offre un kart. Je suis genre, OK. Puis ensuite, on passe après avoir parlé de la jeunesse où il roule dans son kart, dans son petit kart à 1 cheval vapeur, on passe à 79 au championnat du monde de karting. Ensuite, on passe à ses tentatives d'aller en Angleterre, aller conduire en Formule Ford. C'est passé rapidement. Et j'ai trouvé même qu'on a omis certains points qui pourraient être importants dans l'histoire. Évidemment, le but n'est pas le but pour cette série de ne pas en faire un documentaire comme celui que Asif Kapadia a réalisé. Mais je trouve que peut-être qu'il y aurait eu des points qu'on aurait peut-être considéré importants, comme par exemple parler des essais de Senna dans certaines Formule 1 83 avec quelques écuries, dont McLaren, Tolman et Lotus. On aurait pu aussi évoquer le podium du Grand Prix d'Australie 93, parce que c'était la dernière fois qu'on voyait Ayrton Senna et Alain Prost sur le même podium, parce que dans le contexte, Senna avait remporté la course, ce qui était sa dernière, et Prost étant déjà champion cette année-là, avait terminé deuxième, mais c'était sa dernière course en Formule 1. Et on voit, et dans la vraie vie, Senna met de l'avant Prost en le faisant monter sur la première marche pour lui dire, écoute, Alain, je sais qu'on a été de grands rivaux. Il y a eu des frictions,
mais j'ai apprécié tout ça. Et je pense que cette partie du podium en 93 aurait pu être mise en flashback lorsqu'on voit Senna et Prost dans la conversation à Imola après le... Je pense que c'était, si je me souviens bien, c'était soit après l'accident de Rubens Barrichello ou bien l'accident fatal de Roland Ratzenberger. Et ça, c'était dans l'épisode 6. Mais je pense que... Et même le passage à Lotus est effleuré solide. Parce qu'évidemment, on parle de la première victoire de Senna en début d'épisode numéro 3, si je me souviens bien. Mais ensuite, on ne parle plus de ça. C'est tout simplement comme... c'est comme une note en bas de page. Alors que, et avec raison, la performance de Monaco 84 mérite toute l'attention parce que c'est là où Senna s'est carrément mis en scène devant le monde de la Formule 1 et avec raison. Parce que on parle de sa victoire en 85 au Grand Prix du Portugal, sous la pluie. Ensuite, on passe à fin 86 et ça, je ne l'ai pas compris, le passage avec le directeur d'équipe de Toleman. J'ai pas compris j'ai vraiment pas compris ce bout, honnêtement. Ensuite, on passe à fin 87 où il est à Tokyo avec Ron Dennis et le président d'Honda en train de négocier pour avoir le Dream Team Senna, Prost avec McLaren Honda. Et puis, dans l'épisode 5, ben, on parle en long en large de Brésil 91. On passe, et ensuite, il y a le titre. Ensuite, on passe tout de suite en 93 avec la deuxième et dernière victoire de Senna au Brésil. Et ensuite, en fin d'épisode, ben là, on parle de très rapidement de ce contrat à la course entre lui et McLaren avec Ron Dennis. Et ensuite, le 5e épisode se termine avec Senna chez Williams. Donc, j'ai trouvé ça vraiment... c'était un tempo trop rapide où peut-être il y aurait eu des points un peu intéressants à évoquer dans le documentaire, mais dans la série. Mais comme je l'ai dit, le but n'est pas d'en faire un docu réel. Ça a été la job de Asif Kapadia en 2010. Donc, au final, je donne une note de 3,5 sur 5. Vraiment, Gabriel Leone a fait un excellent travail pour camper le rôle d'Ayrton Senna. Ron Dennis, je dois dire, est très bien fait. L'accent aussi est A1. Ça se regarde bien. Je dois dire, ça se regarde très, très bien. Et puis, le but, c'est pas faire du cherry picking. Oh, c'est ça. Je pense que ça, si vous voulez, en gros, je donne une note de 3,5 sur 5. C'est une bonne série qui se regarde bien. La reconstitution est très bien faite. On se met vraiment en confort. Mais par contre, j'aurais aimé ça avoir un peu plus de développement de personnages et qu'on arrête de mettre Alain Prost comme le méchant dans la rivalité. Donc, c'est juste ça. Puis, j'ai besoin qu'on m'éclaire un peu plus sur Laura Harrison parce que, pour vrai, j'ai encore du mal à cerner l'apport qu'elle a dans ces 6 épisodes. Peut-être à la fin où justement il y a la cassette où Senna parle de son parcours de pilote, ce qui le retient et tout ça, et qui est en fait joué après sa mort dans la série. Mais sinon,
Là, ça, il faut qu'on m'explique. Mais sinon, c'est une série qui se regarde bien, qui se regarde quand même bien. Donc, c'est bien réussi. Les ratés peuvent être mieux, auraient pu être mieux faits, mais en général, je pense que en 3.5, c'est la note que je donnerais. Alors, je sais pas comment ce que vous avez pensé de cette série. Pouvez faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou bien même sur Blue Sky @lebulletingp. On est aussi disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts ou partout où le bulletin GP est disponible, sauf YouTube pour le moment. Et sinon, on a le groupe Facebook La Monoplace. D'ailleurs, ça me tente de faire un genre de publication pour dire, pour ceux et celles qui ont regardé Senna, qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc, voilà. C'est ce qui va compléter cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous bien et faites attention à vous. Allez, salut tout le monde.